Comment peut-on décemment demander sans gêne, avec insistance aux Africains, de prendre position officiellement dans la guerre en Ukraine? Comment peut-on leur demander de voter pour l'un ou l'autre camp lorsque l'on regarde ces images des Africains malmenés, tabassés, emprisonnés, torturés, pendant que l'on évacue les nationaux pour les mettre à l'abri de l'autre côté dans cette guerre où ils n'y sont pour rien? Des Africains qui vivaient dans un pays ainsi livrés à eux-mêmes, alors que la presse internationale s'émeut à juste titre du sort des Ukrainiens. Heureusement, un nombre non négligeable aux Nations Unies, le 2 mars dernier, a préféré, une fois n'est pas coutume, l'abstention, ou a choisi de ne pas être dans la salle pour ne pas prendre position, comme l'illustre cette carte. 8 pays ont choisi de ne pas être dans la salle, tout simplement. Et 17 se sont abstenus. Un pays, l'Érythrée, a voté contre. 28 ont voté en faveur du projet de résolution proposé par les États-Unis et l'Ukraine pour condamner l'invasion de l'Ukraine sur les 54 pays africains. Une très faible majorité donc en faveur du oui, ce qui est très loin de refléter la tendance qui a dominé dans le reste du monde, qui a massivement voté en faveur de la résolution. 141 pays sur 192 au total. Lorsque l'on regarde ces images, on est encore plus conforté dans l'idée selon laquelle il faut que nous, Africains, nous trouvions notre humanité, notre place, qu'on exige le respect de tous. Ces Africains de la diaspora dans les pays baltes vivent le racisme au quotidien, dans l'indifférence la plus complète. Que l'on soit en Ukraine, en Biélorussie, en Crimée ou en Russie, il faut que cela soit su et que nous sortions de cette situation où à chaque fois nous sommes les dindons de la farce internationale. Il faut que les Africains soient considérés partout comme des êtres humains à part entière. Parce que pendant ce temps, tout à fait naturellement, et on ne peut pas le leur reprocher, au contraire, en Europe, on envisage déjà avec beaucoup d'amitié et d'honnêteté l'accueil des réfugiés ukrainiens qui correspondent, je reprends les propos de quelques confrères et personnalités, au type de réfugiés que l'Europe sera prête à accueillir et intégrer plus facilement. Des populations qui collent mieux à sa civilisation. Ça sera sans doute une immigration de grande qualité, en revanche. Ce seront des intellectuels. Parce que ce sont des Européens de culture, même si on n'est pas dans l'Union européenne, on est avec une population qui est très proche, très voisine. On ne parle pas là de Syriens qui fuient les bombardements du régime syrien soutenu par Vladimir Poutine. On parle d'Européens qui partent dans leurs voitures qui ressemblent à nos voitures. Il y a une différence entre les Ukrainiens qui, encore une fois, participent de notre espace civilisationnel avec des populations qui appartiennent à d'autres civilisations. On aura une immigration de grande qualité dont on pourra tirer profit. Nous ne sommes pas face à des migrants qui vont passer dans une logique d'immigration. This isn't a place, with all due respect, like Iraq or Afghanistan that has seen conflict raging for decades. This is a relatively civilized, relatively European. Ces personnes qui ne peuvent pas monter dans les trains pour quitter Kiev, qui ne peuvent pas rentrer en Pologne, sont des immigrés, des étudiants. Ce sont des Africains qui n'ont pas les mêmes droits que les Ukrainiens chez qui ils vivaient ou faisaient leurs études. Selon la Convention de Genève, mais aussi la Charte additionnelle des droits de l'homme de l'Union africaine, ils devraient bénéficier du même soutien, de la même protection, du même traitement que les autres réfugiés qui fuient la guerre. Mais ils n'ont malheureusement pas la bonne origine ou la bonne couleur. Et ce rejet par un pays appartenant pourtant à l'Union européenne, la Pologne, pour ne citer qu'elle, a été intégré. Cela ne semble pas préoccuper grand monde. C'est presque un détail. D'ailleurs, dans un premier temps, aucun média, ou presque, n'était pressé de se faire l'écho de ce tri, de ce rejet. Ça faisait désordre dans le climat de solidarité, d'humanité et d'union affiché pour l'Ukraine et l'Europe. Ce que cette situation offre n'est que la manifestation en public de ce que vivent les Africains dans l'ensemble des pays baltes, j'allais dire de l'ancienne Europe de l'Est, qu'ils soient en Ukraine, en Pologne, en Biélorussie, en Estonie, en Géorgie, en Crimée ou en Russie. C'est le même traitement. Ceci doit interpeller chaque dirigeant africain sur le sens de nos prises de position à l'international. Pendant ce temps, dans l'un et l'autre camp, on drague nos représentants pour obtenir nos voix à l'ONU. Quelle tristesse, quelle tragique comédie. Plus calmement, plus froidement. Comment est-ce possible qu'en 2022, presque en direct, en mondovision, un pays puisse envahir un autre sans se gêner, qu'il puisse l'annexer, qu'en 2022, les forces aériennes, terrestres et maritimes coordonnées d'une puissance puissent mettre la main sur un territoire voisin sans coup férir,
que malgré les indignations, les condamnations, elle ne recule pas. Dans quelle époque vivons-nous? N'est-ce pas là la preuve que le monde n'est pas si sûr qu'on veut bien le laisser penser? Quelles que soient les raisons, quelles que soient les justifications, comment peut-on arriver là avec autant de morts? Quel que soit l'endroit du monde où l'on se trouve, cette scène fait peur. Elle ne rassure pas en tout cas. Et plus triste, dans cette tragicomédie, la solitude de l'Ukraine. Au-delà des menaces et des sanctions, elle est bien livrée à elle-même. Я дійсно вдячний кожній державі, яка допомагає Україні конкретно, але конкретно, а не просто словами. Але є й друге. Ми залишаємось наодинці у захисті нашої держави. Хто готовий воювати разом з нами? Чесно, не бачу таких. Хто готовий дати Україні гарантію вступу до НАТО? Чесно. Because you are afraid. Because NATO is not willing to defend. Because NATO is afraid of a World War III. But it is already started. And these are Ukrainian children who are there taking the hit. You're talking about more sanctions, Prime Minister, but Roman Abramovich is not sanctioned. He's in London. His children are not in the bombardments. His children are there in London. Putin's children are in Netherlands, in Germany, in mansions. Where are all these mansions seized? I don't see that. I see that my family members, that my team members are saying that we are crying. We don't know where to run. This is what is happening, Prime Minister. Look, I just want to say that I'm acutely conscious that there is not enough that we can do as the UK government to help in the way that you want. And I've got to be honest about that. C'est clair, l'Ukraine est seule face à son destin. Elle ne risque pas de voir débarquer des contingents américains ou européens avec des armes sophistiquées de dernière génération. Elle ne risque pas de voir arriver une force Takuba ou Serval ou Barkhane. En face, c'est du sérieux. Personne ne peut se risquer à prendre des armes contre la Russie et son arsenal nucléaire. On va tous s'indigner, multiplier des sanctions économiques, fournir de l'armement, mais ça ne rétablira pas l'Ukraine dans sa souveraineté, je le crains. Ça ne ressuscitera pas ses morts. Ceux qui hier, dans l'ombre, poussaient l'Ukraine à s'enhardir contre Moscou, se sont éclipsés ou parlent désormais de loin. Lorsqu'elle a avancé, elle croyait qu'ils étaient derrière, elle en appuyait, qu'elle ne risquait rien, qu'elle le couvrirait, qu'elle volerait à son secours en cas de coup dur. C'est la désillusion. Pourtant, depuis leur base, au chaud, ça continue de menacer. On pourrait presque en rire si ce n'était pas si grave. Par moments, même en sachant qu'ils n'iront pas jusqu'au bout, on se dit, et s'ils poussaient la folie jusqu'à appuyer sur le fameux bouton nucléaire? Les propos ressemblent étrangement à ce que l'on écoute dans une salle surchauffée de MMA, de l'UFC ou de catch à la télévision. On montre les muscles, on se livre à une démonstration de sa capacité de destruction de l'adversaire, comme les dialogues dans les jeux vidéo pour enfants. The United States Army remains the world's premier ground force. But I want to be clear. I want to be unambiguous. I want to be clear to those who try to oppose the United States. I want to be clear to those who wish to do us harm. I want to be clear to those around the world who want to destroy our way of life and that of our allies and friends. The United States military, despite all our challenges, despite our op-tempo, despite everything we've been doing, will stop you and we will beat you harder than you've ever been beaten before. Make no mistake about that. And when we show up on your turf, then you know the game's for real. And the other thing you know is you're going to lose. You will lose to the American army. Make no mistake about it. And we will destroy any enemy, anywhere, anytime. So I stand here today, and I caution the enemies of America who doubt or misread our capability. It's our aim to deter war. But if deterrence fails, we as an army, we as a nation, must be prepared to fight. That we, the United States military, we, the United States Army, will never lose a war. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались.
Cette tragique situation de guerre que nous déplorons tous doit absolument interpeller les Africains. Elle est certes à des milliers de kilomètres du continent, mais elle nous parle plus que jamais. Que devons-nous comprendre? En quoi cela peut-il nourrir les Africains? En quoi cela peut-il inspirer les dirigeants subsahariens? D'abord, elle permet de mieux intégrer que tout ce qui se joue aujourd'hui comme hier par les grandes puissances à travers la planète est sous-tendu par un désir, une ambition hégémonique. Il s'agit d'abord et surtout d'installer son influence dans toutes les zones du monde. C'est dans l'ADN des grandes puissances. Depuis la nuit des temps, les discours sur la volonté d'installer la paix ou la démocratie sont des prétextes, des alibis auxquels seuls nous, les naïfs, croyons. Il n'a jamais été question d'aider ou de soutenir un quelconque régime, que l'on se place du côté des Russes, des Américains ou des Européens. Les interventions faites çà et là à travers le monde n'ont pour seul but que d'étendre leur influence. Nous sommes sans doute en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Nous nous étions habitués à un ordre international qui, depuis le XVIIIe siècle, reposait sur une hégémonie occidentale. Les choses changent. Et elles sont profondément bousculées par les erreurs des Occidentaux, dans certaines crises, par les choix aussi américains depuis plusieurs années. Et puis, c'est aussi l'émergence de nouvelles puissances dont nous avons sans doute longtemps sous-estimé l'impact. La Chine au premier rang, mais également la stratégie russe, menée, il faut bien le dire, depuis quelques années avec plus de succès. L'Inde qui émerge, ces nouvelles économies qui deviennent aussi des puissances pas seulement économiques mais politiques et qui se pensent, comme certains ont pu l'écrire, comme de véritables États-civilisations et qui viennent non seulement bousculer notre ordre international, qui viennent peser dans l'ordre économique, mais qui viennent aussi repenser l'ordre politique et l'imaginaire politique qui va avec. Tout ça doit nous poser des questions profondes. D'abord, me faire constater que les habitudes, les dogmes qui étaient les nôtres ne sont plus valables. La Russie fait aujourd'hui Flores dans toute une série de pays d'Afrique, la Centrafrique et beaucoup d'autres, là où nous hésitons à aller. Et aujourd'hui, nous sommes en train de nous rétrécir. Enfin, les pays européens, les États-Unis sont en voie de désinfluence en Afrique, en Amérique latine. La seconde chose que nous devons comprendre lorsque l'on écoute l'ensemble des médias du monde occidental, c'est le poids, l'importance de la propagande. Elle ne s'est pas arrêtée avec la fin du communisme, non. Elle a simplement pris une autre dimension. Elle est tellement insidieuse que même l'immense majorité des journalistes qui disent des informations n'ont pas conscience qu'ils se font l'écho d'une pensée savamment distillée et érigée en vérité, celle que leurs autorités leur servent. Elle passe à travers différents médias, multiples supports que financent de nombreuses puissances, mais aussi par la force de conviction de nombreux spécialistes qui s'y succèdent. C'est peut-être le dernier journal d'RT France. Alors après toutes les tentatives de fermer notre chaîne en Europe et les pressions que l'on subit depuis plusieurs jours maintenant, vous l'aurez compris, nous ne pourrons bientôt plus exercer notre métier, notre passion de journaliste comme nous l'avons fait pendant plus de 4 ans. Au nom de toutes les équipes d'RT France, nous souhaitions vous remercier sincèrement pour votre fidélité tout au long de ces 4 années. Moi, je veux bien que effectivement on dit mais attendez, vous prenez des positions pour Russes, etc. Mais tel ou tel média ne prend-il pas position en fonction de son idéologie ou en fonction des intérêts de son actionnaire? Où ça s'arrête? Le problème de la liberté d'expression, même et surtout la liberté d'expression de ceux qui ne sont pas d'accord avec vous et même ceux que vous détestez, RT France ou Sputnik ou Al Jazeera, etc. Vous n'aimez pas? Eh bien, zappez et ne les regardez pas. Qui oblige qui que ce soit à regarder quoi que ce soit? La fermeture de cette chaîne russe illustre bien l'importance, le rôle que jouent les médias dans la guerre de l'opinion aujourd'hui. Et la Russie est loin d'être la seule à se livrer à cette pratique. L'histoire rappelle des faits têtus. Souvenez-vous, lorsque l'on a fait la guerre en Irak, l'immense majorité de la presse britannique, et surtout américaine, justifiait chaque jour l'urgence de renverser le régime de Saddam Hussein par la présence des armes de destruction massive qu'il détiendrait. On est même allé jusqu'à fabriquer des preuves en mondovision. When Iraq finally admitted having these weapons in 1995,
the quantities were vast. Less than a teaspoon of dry anthrax, a little bit about this amount. This is just about the amount of a teaspoon. Less than a teaspoonful of dry anthrax in an envelope shut down the United States Senate in the fall of 2001. Saddam Hussein already possesses 2 out of the 3 key components needed to build a nuclear bomb. He has a cadre of nuclear scientists with the expertise, and he has a bomb design. Saddam Hussein and his regime are concealing their efforts to produce more weapons of mass destruction. Iraq has been working on a variety of UAVs for more than a decade. This is just illustrative of what an UAV would look like. And I told the world that your case for the war was a pack of lies. I told the world that Iraq, contrary to your claims, did not have weapons of mass destruction. I told the world, contrary to your claims, that Iraq had no connection to Al-Qaeda. I told the world, contrary to your claims, that Iraq had no connection to the atrocity on 9/11/2001. I told the world, contrary to your claims, that the Iraqi people would resist a British and American invasion of their country, and that the fall of Baghdad would not be the beginning of the end, but merely the end of the beginning. Senator, in everything I said about Iraq, I turned out to be right, and you turned out to be wrong. And 100,000 people have paid with their lives. 1,600 of them American soldiers sent to their deaths on a pack of lies. 15,000 of them wounded, many of them disabled forever on a pack of lies. If the world had listened to Kofi Annan, whose dismissal you demanded, if the world had listened to President Chirac, who you want to paint as some kind of corrupt traitor, if the world had listened to me and the anti-war movement in Britain, we would not be in the disaster that we're in today. Senator, this is the mother of all smokescreens. I regret it now because the information was wrong. I deeply regret that the information, some of the information, not all of it, some of the information I presented, which was multi-source, was wrong. Le même type de mensonge, répété en boucle avec de grands philosophes va-t-en-guerre sur le terrain, a été brandi sur tous les médias embarqués en France, aux États-Unis et en Grande-Bretagne pour s'assurer le soutien de l'opinion afin de faire tomber Muammar Kadhafi en Libye. Le même type de regret a été présenté une fois que le forfait était commis, avec à chaque fois la même discrétion dans la reconnaissance de l'erreur. Et la presse, un peu gênée, n'accorde pas la même publicité à ces aveux tardifs. On reconnaît qu'on s'est trompé, mais très, très discrètement. Lorsqu'on a fait la guerre en Afghanistan, il s'agissait de détruire les talibans. Et pendant longtemps, nous n'avons vu que des images de succès sur le terrain. Images savamment encadrées par les armées américaines. Pour tout le monde, les puissances occidentales débarrassaient la planète des méchants barbus qui répandaient le terrorisme à travers le monde. Nous y avons tous adhéré, puisque la justification était morale, louable, et que les médias nous le sérinaient à longueur de journée. Un peu plus de 15 ans après, chacun sait qu'on a tous menti, et que pendant que nous regardions les images savamment choisies des victoires des forces alliées, les Américains finalement négociaient en douce pour se retirer sur la pointe des pieds en abandonnant les Afghans dans les griffes des talibans qu'ils étaient censés éradiquer. Lorsque les puissances européennes, notamment la France, ont débarqué au Mali, toute la presse s'est faite l'écho de la pensée des décideurs français qui nous faisaient savoir qu'ils intervenaient pour aider le Mali. À aucun moment, personne n'a mentionné que cette guerre était d'abord les conséquences des errements de la politique française menée par Nicolas Sarkozy. Presque aucun média n'a eu l'audace ou l'honnêteté de l'évoquer. La France bienveillante courait au chevet du Mali. Nous avons célébré cette humanité, cette générosité. 9 ans après, des milliers de morts civils après, plus d'une cinquantaine de soldats français morts après, on ne connaît même pas le nombre de soldats maliens tués. Ce que retient la presse internationale, c'est l'impossibilité pour les armées européennes de continuer leur mission sur le terrain en raison de l'hostilité des autorités militaires qui ont pris le pouvoir. Les armées partent parce que le climat n'est plus serein. Et là encore, sans jamais se faire l'écho des arguments des militaires maliens et de ceux au pouvoir à Bamako, sans jamais se faire l'écho de l'échec sur le terrain,
On parle de succès de l'opération alors que la guerre en 9 ans a progressé et gagné une bonne partie du pays. On n'entend qu'une version. Heureusement, malgré le soutien affiché par les chefs d'État de la sous-région Afrique de l'Ouest à Paris, de temps en temps, ils expriment une certaine vérité. Pourquoi, en dépit de la présence plus massive de forces internationales, la situation continue de se dégrader au Sahel? Plus de 14 000 hommes de l'aménagement, chez 5 Sahel, je pense à plus de 5 000, 6 000 hommes, 19 000 hommes, plus Barkhane, plus tout le reste, plus l'armée malienne. Ce n'est pas moins de 30 000 hommes qui sont sur un théâtre qui est pris en otage par une bande d'individus qui a un problème. Pourquoi nous ne sommes pas capables de régler cette affaire? Il y a un problème. Au moins, on a compris une chose fondamentale. On devrait l'intégrer au plus profond de nous-mêmes. Personne ne viendra se battre pour nous et à notre place. Celui qui veut se battre à nos côtés doit clairement exprimer ses intérêts ou ses intentions afin que nous en discutions et décidions si c'est compatible avec les nôtres. On n'est plus perméable au discours sur l'amitié et la fraternité entre États. Ça n'existe pas. Nous sommes dans des bagarres hégémoniques, d'influence. Le principe est d'étendre son pouvoir, sa pensée partout. C'est de bonne guerre. Mais personne ne viendra nous sauver en cas de problème. Autre leçon à tirer de cette tragédie, le poids de la propagande qui, curieusement, est plus insidieuse et plus efficace que par le passé. Parce que la plupart d'entre nous, nous nous réveillons avec une seule version des événements et condamnons à juste titre la Russie, l'agresseur. Elle l'est à coup sûr. C'est elle qui a pris les armes pour agresser un État souverain. C'est elle qui bombarde, qui vise des cibles stratégiques et sensibles de l'Ukraine. Mais peut-être faut-il aussi chercher d'autres responsabilités dans ce mauvais film. Pour comprendre ce qui se passe, il faut forcément, et c'est obligé, remonter à l'histoire. Rien ne peut se comprendre sans un retour vers le passé. Surtout en cette période où la propagande fait avec méthode son travail. Comment en est-on arrivé là? Si nous devons tous condamner sans ambiguïté l'invasion d'un pays souverain, si nous devons tous dénoncer le recours à la force avec des victimes civiles en plus, il est impératif, en condamnant les conséquences, de chercher les causes. La guerre froide n'est pas terminée comme beaucoup l'avaient annoncé. Nous y sommes en plein, plus que jamais. Et là, comme pour expliquer la plupart des situations, un retour à l'histoire, un œil dans le rétroviseur est nécessaire. C'est absolument nécessaire pour mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui. L'Ukraine faisait partie de l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques, la superpuissance au centre du pacte de Varsovie, une alliance militaire orientale établie en opposition à l'OTAN, une alliance militaire occidentale. Telle était la configuration qui constituait l'arithmétique militaire de la guerre froide. Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Entre 1989 et 1992, le pacte de Varsovie s'est effondré et l'Union soviétique s'est désintégrée. Les républiques soviétiques devenant des nations indépendantes comme la Russie, l'Ukraine, la Géorgie, l'Arménie, l'Estonie et le Bélarus. La Russie est restée une superpuissance, ayant hérité de l'essentiel de la puissance militaire et industrielle soviétique, notamment d'un puissant arsenal nucléaire. En 1999, la Pologne, la Hongrie et la République tchèque, anciens membres du pacte de Varsovie, rejoignent l'OTAN, ce qui suscite une vive opposition de la part de la Russie. Une autre expansion de l'OTAN est intervenue avec l'adhésion de la Bulgarie, de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Roumanie, de la Slovaquie et de la Slovénie. La Russie, superpuissance mondiale, se sent alors encerclée par ses anciens adversaires de l'OTAN. Ces faits sont très mal perçus par Moscou, qui y vit une pénétration occidentale dans sa sphère d'influence. Depuis la fin de la guerre froide, quel jugement portez-vous aujourd'hui sur l'OTAN qui essaye d'étendre son influence à vos voisins, à vos partenaires comme l'Ukraine et la Géorgie?
Le fait que l'OTAN exerce une grande influence sur l'Ukraine et la Géorgie ne nous indispose pas. En revanche, tout élargissement de l'OTAN n'améliorerait pas la sécurité du monde. Je ne vois pas en quoi l'élargissement à nos voisins baltes, par exemple, peut améliorer la sécurité du monde. Cela dit, si d'autres républiques de l'ex-URSS adhèrent à l'OTAN, nous respecterons leur choix. C'est leur droit souverain en matière de défense, mais certains problèmes pourraient surgir dans le cadre de notre coopération militaire avec l'Ukraine, qui est énorme. Cette coopération est à un tel niveau que s'il devait y avoir une présence militaire de l'OTAN en Ukraine, je n'y maintiendrai plus nos technologies de pointe et nos armements sensibles. L'Ukraine pourrait alors avoir des problèmes, je le dis franchement. De toute évidence, compte tenu de l'histoire de la guerre froide, les préoccupations de la Russie en matière de sécurité sont compréhensibles. Le président russe s'oppose surtout à une adhésion de l'Ukraine dans l'OTAN qu'il perçoit comme une provocation et une menace à ses frontières. Je ne dirais pas qu'elle justifie la guerre actuelle. Je ne suis pas qualifié pour en mesurer l'opportunité. Mais c'est la conséquence de l'escalade entre les grandes puissances. Ceux qui dénoncent l'invasion de l'Ukraine en évoquant sa souveraineté ont certainement raison. Mais dans le même temps, si l'OTAN est pour la paix, quel est le but, l'objectif? Comment se justifie la démarche d'encercler son ennemi? Comment ne pas y voir une démarche belliqueuse? Lorsque vous vous entendez avec votre voisin, éprouvez-vous, ne serait-ce qu'un instant, le besoin de l'encercler, de l'enfermer? Ressentez-vous le besoin de le cerner, de le neutraliser? Il faut se souvenir que l'OTAN avait pris des engagements en 1990 de ne pas s'élargir vers l'Est. Ces engagements ont été bafoués 5 fois. Et l'OTAN est désormais aux portes de la Russie, avec au moins 5 usines bactériologiques en Ukraine sur place. Les Américains ne se gênaient pas pour faire savoir leur avancée progressive vers l'Est aux dépens de ce que l'ancien secrétaire d'État américain Donald Rumsfeld appelait la vieille Europe. Quand vous pensez à l'Europe, vous pensez à l'Allemagne et à la France. Pas moi. Ça, c'est la vieille Europe. Si vous regardez les nouveaux membres de l'OTAN, aujourd'hui le centre de gravité de l'Europe se déplace vers l'Est. L'histoire se répète un peu. Et les jeunes journalistes qui par moments s'emballent devraient un peu plus travailler leur dossier. En avril 1961, John Fitzgerald Kennedy donne son feu vert pour le débarquement de la baie des Cochons. Constituée d'immigrés cubains, l'opération est destinée à renverser le nouveau pouvoir en place à Cuba. Mais elle échoue. Face à cette situation, et craignant l'ingérence américaine, Fidel Castro décide de se tourner vers l'URSS. Or, à la fin de l'année 1961, les États-Unis ont profité de leur base en Turquie et en Italie pour installer des rampes de missiles menaçant directement l'URSS. Nikita Khrouchtchev décide en 1962 de s'accorder avec Castro pour installer à Cuba des rampes de missiles à tête nucléaire susceptibles d'atteindre directement le territoire des États-Unis et notamment la Floride. Les rampes sont repérées par l'aviation américaine le 14 octobre 1962. À moins de 200 km des côtes américaines, un tel arsenal représente une vraie menace, une menace majeure pour les États-Unis d'Amérique. La tension monte ensuite très rapidement, jusqu'au 24 octobre, jour où Kennedy informe le peuple de la situation et du blocus maritime qu'il a mis en place. Pendant plusieurs jours, le monde va vivre avec le spectre d'une guerre nucléaire. Kennedy s'étant assuré du soutien de ses alliés et Khrouchtchev refusant de donner des contre-ordres. Finalement, après une confrontation de marines russes et américaines au large de Cuba, l'URSS décide de reculer. Elle accepte de démanteler les rampes de lancement cubaines le 28 octobre 1962 contre le démantèlement des rampes américaines en Turquie, avec la promesse des États-Unis de ne plus envahir Cuba sans provocation directe. Au regard de toute cette histoire, on mesure bien que ce qui se joue en Ukraine est une histoire de bataille et de guerre d'influence entre les grandes puissances. Les petites nations trinquent comme les fourmis que l'on écrase dans une bataille entre éléphants. Alors que l'on ne demande plus aux Africains de prendre position, d'être pro-OTAN ou pro-pacte de Varsovie, d'être pro-États-Unis, pro-France ou pro-Russe. Qu'on ne nous demande pas de passer la souffrance de nos ressortissants qui sont malmenés là-bas en Ukraine, en Pologne et dans tous ces États baltes au second plan pour discuter de celui que nous soutenons ou non dans cette guerre d'influence. Si pendant longtemps nous nous sommes alignés, nous avons été des suiveurs, des moutons de Panurge, les jeunes doivent comprendre qu'ils n'ont plus
à l'être. Leur camp doit être celui de leur pays et de leur continent. L'Afrique nouvelle s'entendra avec celui qui apporte quelque chose de concret et qui respecte le continent et ses populations. Et elle fera tout pour être toujours du côté du vainqueur, sans être influencée. Fini cette attitude infantilisante qui veut que nous soyons pro ou anti-russes, soit pro ou anti-français, soit pro ou anti-chinois, ou turcs. Jeunes gens, vous devez être pro votre pays et pro-Afrique. C'est ce qui va déterminer vos choix de partenaires. Le monde change grâce à vous et à votre audace. Ne laissez personne vous brider ou vous dicter une conduite obsolète de dépendance ou de vassal. Celui qui vient chez vous, c'est parce qu'il y trouve un intérêt et il doit payer le juste prix. Mais vous devez vous souvenir, la faute n'est pas seulement imputable à l'autre, non. Nous sommes les premiers responsables et il faut le reconnaître. L'aliénation culturelle finit par être partie intégrante de notre substance, de notre âme. Et quand on croit s'en être débarrassé, on ne l'a pas encore fait complètement. Souvent, le colonisé ressemble un peu, ou l'ex-colonisé même, ressemble un peu à cet esclave du 19e siècle, qui libéré va jusqu'au pas de la porte, et puis revient à la maison parce qu'il ne sait plus où aller. Il ne sait plus où aller. Depuis le temps qu'il a perdu la liberté. Depuis le temps qu'il a acquis des réflexes de subordination. Depuis le temps qu'il a pensé, comme appris à penser à travers son maître. C'est un peu ce qui est arrivé aussi à l'intelligentsia africaine dans son ensemble. I come here tonight and plead with you. Believe in yourself and believe that you're somebody. Nobody else can do this for us. No document can do this for us. If the Negro is to be free, he must move down into the inner resources of his own soul and sign with a pen and ink of self-assertive manhood his own Emancipation Proclamation. Don't let anybody take your manhood. We don't have anything to be ashamed of. Somebody told a lie one day. They couched it in language. They made everything black, ugly, and evil. Look in your dictionary and see the synonyms of the word black. There's always something degrading and low and sinister. Look at the word white. It's always something pure, high, and clean. But I want to get the language right tonight. I want to get the language so right that everybody here will cry out, yes, I'm black, I'm proud of it, I'm black and beautiful. À vous de briser les chaînes. Merci pour votre soutien et votre fidélité. Surtout, n'oubliez pas, si vous avez aimé cette chronique, de liker et pensez surtout à vous abonner à ma chaîne Alain Foka officiel en appuyant sur la cloche. Restez également connectés et pensez à vous abonner à mon univers digital. La page Facebook Alain Foka officiel, le compte Twitter Alain Foka 2005 et le compte TikTok Alain Foka 2005. À très vite.